Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette peut-être avant-dernière ou peut-être même dernière journée de l'année de travail pour la plupart d'entre vous et d'entre nous. Donc, merci d'être au rendez-vous encore une fois pour ce Midi Conservation qui est dirigé par le Réseau de milieux naturels protégés, donc qui est l'Alliance québécoise des organismes de conservation. Donc, on œuvre à travers l'ensemble du territoire québécois. Et donc, je vais prendre quelques minutes en fait pour vous présenter les fonctionnalités que vous pourrez utiliser pour la tenue du webinaire de ce midi. Entre autres, en ce moment, vos micros et votre son sont fermés afin d'éviter l'interférence durant la présentation. Par contre, durant la présentation, si vous voulez utiliser la fonction questions ou chat, vous pourrez écrire les questions que je pourrai ensuite diriger directement à notre invité Maëlle Tripon au moment même que vous poserez vos questions ou au moment opportun qui va se présenter. On va se garder un petit quelques minutes aussi, un petit 10 minutes à la fin, 15 minutes à la fin de la présentation de Mme Tripon aussi pour prendre l'ensemble des questions restantes. Et donc, je vous invite à participer activement avec nous à cette dernière séance. Donc, je vous invite à regarder entre-temps les différents paramètres qui se présentent en fonction de la plateforme GoToWebinar. Donc, voilà. Je suis Véronique Vermette, je suis chargée des formations et du renforcement des capacités au réseau de milieux naturels protégés et je vais être l'animatrice du webinaire aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous dans cette salle virtuelle. Je vois que ça continue, les invités continuent à entrer en salle, donc je vous donne un moment pour vous installer. Entre-temps, je vous ai fait quelques petits messages. Et la session va être enregistrée et va être diffusée ensuite sur notre chaîne YouTube du Réseau de milieux naturels protégés. Donc, si vous voulez la revoir ou la passer à vos collègues et amis, vous êtes les bienvenus à le faire. Donc, voilà. On va débuter à l'instant. Donc, brièvement, en fait, le RMN, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif de protéger l'environnement pour le bénéfice de tous, en soutenant et en encourageant la conservation volontaire, donc qui veut dire sur des terres privées, contrairement, par exemple, aux parcs nationaux qui sont de gestion publique. Et donc, la conservation volontaire des milieux naturels partout au Québec. On regroupe environ 70 membres, ça varie, dont une majorité, par contre, sont des organismes de conservation, des organismes et des fiducies de conservation à travers l'ensemble du Québec, principalement dans le sud du Québec, puisque les terres privées se situent majoritairement, bien sûr, dans le sud. Et on dessert également là, une centaine d'organismes partenaires, en plus, bien sûr, de l'ensemble de la population québécoise qui ont à cœur la protection des milieux naturels, donc probablement que vous retrouvez parmi ces publics cibles. Et le RMN organise cette série-là de Midi Conservation, c'est une série mensuelle de webinaires là, depuis 2015 quand même, et on l'organise afin de renforcer les compétences des acteurs de la conservation d'une part, avec des meilleures pratiques, mais aussi pour vous informer sur les bons coups des organismes de conservation sur le terrain, de différents programmes ou de l'actualité en général en lien avec la conservation volontaire. Donc aujourd'hui, on a vraiment un beau cadeau pré-Noël à vous offrir. C'est Maëlle Tripon. Donc, elle va venir nous présenter un projet concernant la résilience en réponse au changement climatique. Donc, Maëlle Tripon, qui est chargée de projet adjointe chez Naturaction Québec. Naturaction Québec, c'est un organisme de conservation qui est situé en Montérégie. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ils ont plusieurs sphères d'activité, dont la conservation volontaire. Et Maëlle, de son mémoire de fin d'études qui avait lieu en 2020, là, elle examinait à ce moment-là les facteurs influençant la résilience socio-économique et écologique d'un système agroforestier de cacao au Mexique. Et donc, Maëlle a transposé son savoir sur les forêts québécoises, mais particulièrement dans le sud du Québec. Donc, elle vient nous expliquer ce midi les facteurs à considérer pour mieux évaluer la résilience des milieux naturels en contexte de changement climatique. Et pour éventuellement, c'est ça, de faire des meilleurs choix pour la protection du territoire. Donc, sans plus tarder, je suis très curieuse et intéressée d'entendre parler de ton projet. Maëlle, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Véronique. Merci pour cette petite présentation. Et donc, je vais commencer directement à vous parler donc, de notre projet « Changement climatique, peut-on évaluer simplement la résilience de nos boisés ?»
Donc, c'est un projet que nous avons mené l'année dernière à Nature Action Québec et c'est un projet qui a bénéficié d'une aide financière du gouvernement du Québec. Donc, je vais commencer par vous faire une petite introduction pour vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'en tant qu'organisme de conservation et en tant qu'organisme qui agit en environnement, nous nous sommes intéressés à la notion de résilience, plus particulièrement de résilience de nos boisés. Puis, je vais faire une partie qui est un peu plus théorique, mais qui me semble nécessaire, en faisant une espèce de revue de littérature de comment est-ce que la résilience est définie dans la littérature scientifique et comment est-ce que nous, quelle définition on a choisi pour appliquer à notre étude. Ensuite, je vais vous parler justement des fameux indicateurs qui nous montrent si un milieu boisé est plus ou moins résilient. Et enfin, je finirai par une petite conclusion sur aujourd'hui cette étude, à quoi est-ce qu'elle nous sert à Nature Action Québec. Et je voulais redire que n'hésitez pas à poser des questions durant tout ce webinaire. Donc l'idée, c'est vraiment, s'il y a des points qui ne sont pas clairs ou si vous voulez discuter de certains points, les débats, c'est toujours ce qui fait avancer la réflexion. Donc l'introduction. Donc, en tant qu'organisme de conservation, on s'est intéressé à la résilience tout d'abord parce que dans un contexte de changement climatique, on a à cœur la conservation de la biodiversité et les services écologiques. Et cette conservation, on veut qu'elle soit à long terme. Donc, on s'est posé vraiment cette question, on veut que cette conservation soit à long terme, mais dans ce cas-là, quels sont les facteurs qu'il faudrait améliorer ou regarder pour permettre en fait à nos boisés d'être plus résilients. Donc, c'était vraiment dans une optique finalement de planification stratégique et aussi de développement de projets dans le futur. Et la deuxième raison, c'est parce que la résilience, on en entend beaucoup parler autour de nous, on en entend parler pas mal dans les médias ces derniers temps, notamment avec la pandémie. Et plus au niveau organisme de conservation, c'est un mot qui revient très souvent dans nos demandes de subventions, dans les programmes auxquels on répond, etc. Et on se posait vraiment la question, mais la résilience, qu'est-ce que c'est vraiment et comment est-ce que nous, on peut agir là-dessus en tant qu'organisme de conservation à travers nos projets? Donc, au niveau du contexte du projet, ce qu'on regarde, c'est vraiment, on essaie de mesurer la capacité de résilience d'un écosystème forestier dans le sud du Québec. Donc, je précise, c'est bien dans le sud du Québec. Et on va vite s'apercevoir au fur et à mesure de la présentation que la résilience, on ne la mesure pas directement, mais on peut évaluer des indicateurs qui vont nous indiquer que l'écosystème va avoir une plus grande tendance à la résilience. Puis, on voulait vraiment que ces indicateurs-là s'adressent à des gestionnaires. Donc, on voulait que ce soit des données qui sont relativement accessibles, donc soit des données qui sont déjà existantes, soit des données qui sont facilement collectables. Et on voulait aussi que les indicateurs qu'on allait dégager soient applicables facilement. On ne voulait pas des indicateurs ou des données qui me demandent des traitements de données énormes avec un bac plus 10 pour les comprendre. Et donc, on voulait aussi que ça réponde à des objectifs très concrets, donc de conservation, etc. Et donc comment? Donc on va vite, donc c'est ce que je disais tantôt, en fait on va mesurer plus une tendance à la résilience que la résilience elle-même. Et pour ça on a choisi d'utiliser des indicateurs parce que c'était le plus facile à mettre en œuvre. Et on a essayé d'identifier pour chacun de ces indicateurs des valeurs seuils. Ces valeurs seuils, on les a identifiées notamment pour les MRC et les municipalités qui parfois ont des objectifs à indiquer dans leurs outils d'urbanisme, et avoir des valeurs seuils, ça aide à l'atteinte de certains de ces objectifs-là. On va voir que ces valeurs seuils, elles sont vraiment difficiles à identifier pour certains des indicateurs. Au niveau de la démarche, on s'est appuyé sur la littérature scientifique principalement. On a aussi rencontré des chercheurs pour valider certaines de nos hypothèses, en fait, toute notre réflexion. Et je voulais repréciser le fait que cette étude, c'est de la vulgarisation. Donc, on s'est appuyé sur la science, mais nous ne sommes pas des chercheurs à Nature Action. Et l'objectif, c'était vraiment de voir comment et de quelle manière on pouvait utiliser ce concept en tant que gestionnaire des milieux naturels. Donc, c'est possible que tout ce que je vous présente ici, ce ne soit pas exhaustif, que ce n'est pas une exhaustivité scientifique, mais c'est ce que nous, on a retiré de la littérature scientifique qu'on a lue. Alors, la résilience, de quoi parle-t-on? Donc ici, c'est la partie la plus théorique, et après, je vais passer à une partie qui est beaucoup plus pratique, mais ça me semblait donc nécessaire pour mieux comprendre dans quel contexte on se situe. Donc accrochez-vous, ça va durer 3 slides, puis après, ça ira mieux. Donc la résilience, la première fois qu'on le trouve dans la littérature scientifique, c'est dans la fin des années 60, début des années 70. C'est Holling qui va définir la résilience ingénieure et la résilience écologique dans le cadre de l'étude des systèmes complexes. Donc les systèmes complexes, c'est les systèmes
pour lesquels il nous faut plus d'une ou deux variables pour qu'on puisse étudier leur changement d'état. Et Olling va définir la résilience de façon très théorique. Donc ici, je vais parler de système. Je ne parle pas d'écosystème, je parle de système vraiment très théorique. Ça peut être n'importe quel système. Et donc, quand il définit la résilience, pour lui, la résilience, il y a la résilience ingénieure, c'est quand on considère notre système qui va avoir un seul point d'équilibre. Et notre système est résilient s'il parvient à conserver ce point d'équilibre, même s'il est perturbé, ou s'il est trop perturbé, s'il parvient à revenir rapidement à ce point d'équilibre-là. Donc, dans ce cas-là, la résilience, c'est vraiment quelque chose de très statique, et surtout, il y a un seul équilibre qui est possible. Ensuite, il va développer un second concept qui est celui de résilience écologique. Et dans ce cas-là, notre système va pouvoir avoir plusieurs points d'équilibre. C'est ce qu'il va appeler des bassins d'attraction. En fait, un bassin d'attraction, c'est un état de ce système-là. Et donc, le système, on va considérer qu'il est résilient s'il parvient à continuer à fonctionner malgré la perturbation, ou s'il est trop perturbé, il va basculer dans un second bassin d'attraction, donc qui sera régi par des processus et des structures différentes. Et donc, il va retrouver un nouvel état d'équilibre qui est différent du premier. Donc, j'ai conscience que c'est vraiment très théorique, mais on pourrait un peu comparer ça avec un élastique. Donc, notre élastique, ce serait quand notre élastique est tout mou, qu'on ne le touche pas, ce serait notre écosystème à l'équilibre. À partir du moment où on commence à tirer notre élastique, on crée une perturbation. La résilience ingénieure, ce serait de regarder, si on lâche l'élastique, la vitesse à laquelle il revient à son état mou, ça c'est la résilience ingénieure. Et au contraire, la résilience écologique, ce serait tirer l'élastique et regarder jusqu'à où on peut le tirer sans qu'il casse. Quand il casse, il a atteint un nouvel état, donc un nouvel état d'équilibre. Le problème avec ces deux définitions, outre qu'elles sont très théoriques, c'est qu'en fait, elles ne correspondent pas vraiment à la réalité, parce que ces systèmes-là sont des systèmes très statiques qui ne sont pas du tout influencés par leur environnement. Or, on sait que dans notre cas, avec les changements climatiques, puis avec l'activité humaine, nos écosystèmes, ils sont très influencés par leur environnement. Mais heureusement, dans les années 2000, il y a la résilience socio-écologique qui s'est développée. Ça s'est développé notamment à l'aide de l'apport de nouvelles disciplines. Donc, quand on a commencé à étudier les systèmes humains et écologiques, la façon dont ils étaient interreliés, donc il y avait encore plus de complexité. Et dans ce cas-là, la résilience socio-écologique, c'est vraiment la capacité d'adaptation du système. Donc, ça veut dire que notre système, il peut changer dans le temps, mais ce qu'on regarde, c'est vraiment qu'il s'adapte. Donc, pour faire le lien un petit peu avec ce qui a été dit plus tôt, on avait nos bassins d'attraction. En fait, ce qui nous intéresse, c'est pas tant les bassins d'attraction, c'est le fait qu'ils peuvent changer dans le temps, qu'ils peuvent bouger. Et donc, on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus dynamique. Et c'est cette définition-là qu'on va choisir pour notre étude. Puis pour le rendre un peu plus concret, s'il applique ces définitions à nos écosystèmes, on pourrait définir la résilience comme deux grands types de résilience. Il y aurait la résilience que j'ai appelée endémique, c'est pas un mot scientifique, mais ce serait de vouloir conserver les milieux tels qu'ils sont actuellement. En fait, ce serait vraiment comme prendre une photo du milieu tel qu'il est actuellement, avec son nombre d'espèces, sa diversité, etc., et vouloir conserver ce milieu tel qu'il est sans le changer. Et au contraire, on a la résilience écosystémique, ce serait de vouloir conserver le fonctionnement du milieu. Donc, c'est une notion qui est beaucoup plus dynamique. Et dans ce cas-là, en fait, on veut conserver les fonctions de l'écosystème. Donc, cet écosystème va sûrement se modifier, les espèces qui sont à l'intérieur, etc., vont bouger. Mais tant que le système est fonctionnel, on considère qu'il est résilient. Et c'est vraiment cette définition-là sur laquelle on s'est appuyé, donc la résilience écosystémique pour notre étude. Donc, j'en ai fini avec la partie un peu plus, donc la partie très théorique. Et on en vient à la question, mais alors, que regarde-t-on quand on parle de résilience? Quelles sont finalement les variables ou les indicateurs qui nous permettent de nous dire que notre écosystème est plus résilient? Donc, avant de vous les présenter, je voulais le redire, vous voulez que nos indicateurs ils soient compréhensibles par des noms scientifiques, vous voulez utiliser des données qui sont disponibles ou facilement collectables, et on voulait respecter, dans la mesure du possible, la définition de résilience. Donc, on n'a pas pris des modèles qu'on a trouvés directement dans la littérature scientifique, parce que souvent, c'était des modèles qui étaient extrêmement compliqués, qui demandaient beaucoup de variables, et surtout qui n'étaient pas reproductibles dans plusieurs milieux. Souvent, ça étudiait un milieu très spécifique. Mais on a donc pris on a repéré les variables qui indiqueraient donc, que notre écosystème forestier est plus résilient.
Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ces données que je vais vous présenter, ça ne vient pas remplacer les données qu'on utilise déjà sur les écosystèmes, donc comme la diversité, la qualité du milieu, etc. Mais ça offre vraiment des informations complémentaires sur les milieux naturels. Et c'est ça qui les rend intéressantes, c'est que c'est une autre façon de regarder nos milieux naturels. Et les difficultés auxquelles on s'est heurté, c'était la première qui est indiquée en deuxième ici, c'est toujours cette mesure entre on veut respecter la science et en même temps on veut des mesures qui soient applicables. Puis, c'est aussi de réconcilier les échelles. Donc, on considère un écosystème forestier donc, qui est assez local, mais on sait que tout ce qui est paysage, donc tout ce qui est contexte autour de cet habitat est très important. Donc, comment est-ce qu'on réconcilie les échelles entre niveau local et niveau paysager? Et donc, pour ce que je redis, ce que j'ai déjà dit au BINUE, c'est que la résilience, ce dont on s'est aperçu, ça ne se mesure pas directement, mais on peut donc trouver des variables qui vont nous indiquer une tendance à la résilience. Donc, les éléments qui participent à la résilience, on en a à la résilience du milieu, donc du milieu forestier. On en a identifié trois principaux. La taille du milieu forestier, sa connectivité et sa diversité fonctionnelle. Donc, la taille du milieu, c'est le premier critère qui a été identifié. Et en fait, on s'est aperçu que le milieu devait avoir une certaine taille pour pouvoir soutenir un régime de perturbation naturelle. Donc, c'est une étude de Gratton et de Nantel de 1999 qui dit que 10 hectares, c'est la plus petite surface capable d'entretenir un régime de perturbation naturelle récurrente favorable à la régénération d'essences forestières de feuillus tolérants. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que, en moyenne, notre milieu fasse au moins 10 hectares pour être capable de conserver un couvert qui soit sain, puis qui réussisse à se régénérer de façon régulière. On a pris ces 10 hectares-là, puis on a regardé au niveau de l'habitat des espèces. Donc, l'habitat d'une espèce, c'est la grandeur qu'il lui faut pour permettre d'accomplir en fait ses besoins quotidiens, sa nourriture, sa reproduction, etc. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces qu'on retrouve dans le sud du Québec. Donc, par exemple, dans les amphibiens, on sait que la grenouille des bois, elle a au moins besoin de 0,5 hectares. Au niveau des mammifères, la grande musaraigne, c'est 1 hectare. Le lièvre, c'est 2 hectares. Au niveau des oiseaux, le grand pic, c'est 1 hectare. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'espèces qu'on se retrouve dans le sud du Québec qui rentrent, entre guillemets, dans ces 10 hectares. Donc, 10 hectares, ça nous paraissait être une valeur seuil intéressante à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pour la taille du milieu. Donc, ça, c'est vraiment une mesure qui est à l'échelle de notre habitat. Ensuite, le deuxième critère important qui va sûrement pas vraiment vous surprendre, c'est la connectivité. Donc la connectivité, c'est le fait que le milieu soit relié en fait à d'autres milieux forestiers, donc pour permettre le passage de la faune, le déplacement de la faune, etc. Et donc on veut que notre milieu il soit connecté. Si on regarde un fragment forestier, on veut que notre milieu ne soit pas trop fragmenté. Et si on regarde, donc là c'est vraiment notre échelle locale, puis là on parlait d'échelle au début, on veut aussi qu'au niveau du paysage, donc le paysage dans lequel s'inscrit ce fragment forestier, donc au niveau de son contexte global, on veut que ce fragment forestier il soit donc connecté. Donc au niveau de là, on essaie de trouver des valeurs seuil de connectivité. Et on s'est aperçu que c'était vraiment très difficile. Donc juste pour vous dire, donc c'est dans un contexte de fragmentation et de changement d'usage des terres dans le sud du Québec, on sait que la connectivité c'est important. Nous on travaille en Montérégie, on le voit vraiment dans notre quotidien, et c'est vraiment pour s'assurer du maintien des populations. Et donc au niveau de la valeur seuil, au niveau paysager, on a essayé d'identifier des valeurs seuil pour la connectivité, soit de distance entre les fragments forestiers par exemple, mais ça a été extrêmement difficile à faire. Donc on a choisi de garder la valeur que vous connaissez sûrement de l'habitat est-il suffisant de 30%. C'est qu'on a besoin d'un couvert forestier minimal de 30%. En réalité, ce serait plus 50% pour s'assurer d'avoir une certaine connectivité. Mais ces données-là de connectivité, elles doivent être quand même complétées par des analyses qui sont plus importantes de connectivité structurelle ou de connectivité fonctionnelle. Puis avec l'initiative justement Corridor écologique qui a lieu en ce moment, ces données, elles sont de plus en plus accessibles et donc c'est plus facile d'étudier justement la connectivité d'un milieu avec le tracé des corridors écologiques, des corridors de connectivité, etc. Et enfin, la dernière grande variable qu'on va regarder pour s'assurer que le milieu est une tendance à la résilience, c'est la diversité fonctionnelle. Donc la diversité fonctionnelle, ce n'est pas la diversité spécifique, c'est-à-dire que ce n'est pas le nombre d'espèces. La diversité fonctionnelle,
c'est qu'on va regarder le nombre de traits fonctionnels qui est présent dans le milieu. En fait, les traits fonctionnels, c'est juste regarder est-ce qu'on a des espèces qui partagent des traits similaires, par exemple des arbres qui ont tous les deux des racines qui vont très profondément, qui vont leur permettre de résister à la sécheresse. Dans ce cas-là, comme ils ont des caractéristiques qui sont assez similaires, on va les regrouper dans un même groupe. Puis on va regarder comme ça au sein du milieu quelles sont les caractéristiques, puis combien de groupes différents est-ce qu'on a. Plus on a de groupes, plus l'écosystème est résilient. Parce qu'en fait, la diversité fonctionnelle, c'est vraiment un indicateur de la capacité d'adaptation des communautés. On revient un peu à la définition de résilience dont on parlait plus tôt, parce que ça permet à l'écosystème de s'adapter à plein de perturbations différentes. Je m'écarte un peu de l'écologie ici pour faire une analogie culinaire. Mais par exemple, imaginons que vous alliez à une fête et que vous devez ramener des pâtisseries et vous connaissez aucun des invités. Donc vous ne savez pas à quoi vous attendre. Si vous ramenez juste des éclairs au chocolat, il y a de grandes chances qu'il y ait beaucoup d'invités qui ne soient pas satisfaits par ce que vous ramenez. Par contre, si vous ramenez des éclairs au chocolat, puis des tartelettes aux fruits et des babas au rhum, vous avez diversifié la caractéristique des pâtisseries que vous avez ramenées, et donc il y a plus de chances que vous contentiez le maximum de personnes. La diversité fonctionnelle, c'est un petit peu ça finalement. Et la diversité fonctionnelle, c'est pas nouveau, mais c'est relativement nouveau. En tout cas, ça fait peu de temps qu'on en entend parler à l'échelle, on va dire, pas scientifique, mais à l'échelle plus de vulgarisation. Et on a des tables de diversité fonctionnelle qui sont disponibles, notamment celle sur le site de l'UQAM qui a été faite par Paquette en 2016 et qui concerne les arbres. Donc, il a classifié tous les arbres dans des groupes fonctionnels, puis selon leurs caractéristiques. Donc, par exemple, s'ils sont plus ou moins tolérants à la sécheresse, à l'inondation, etc. Donc, si vous voulez avoir une première idée de la diversité fonctionnelle de vos milieux, ça peut être une première source de données intéressante. Au niveau de la diversité fonctionnelle, on a essayé aussi d'identifier des valeurs seuils, mais là encore, ça a été très compliqué. Quand j'en ai parlé aux chercheurs, en fait, ce qu'on sait, c'est que dans un milieu, on voudrait avoir au moins 2 groupes fonctionnels pour s'assurer d'avoir on va dire une résilience qui est minimale. Et on voudrait que ces 2 groupes fonctionnels, ils soient relativement bien répartis. Donc, on veut 2 groupes fonctionnels qui sont répartis 50-50 plutôt que d'avoir 10% d'un côté puis 90% de l'autre. Ça, c'est la loi de Saint-Amour, si ça parle à certains, pour la diversité fonctionnelle. Mais ce qu'on sait, c'est que plus on a de groupes fonctionnels, plus notre écosystème va être résilient. Et ce qu'on sait aussi avec la diversité fonctionnelle, c'est que dans certains cas, si on sait par exemple qu'on va faire face à des sécheresses dans les années à venir, on va éviter, notamment si on fait des plantations, si on restaure des milieux, de planter des espèces qui sont intolérantes à la sécheresse. Donc en fait, la diversité fonctionnelle, le mieux c'est d'en avoir beaucoup, mais on peut aussi choisir certaines espèces selon en fait les caractéristiques de l'écosystème dans lequel on se trouve. Et donc, au niveau du milieu, on va avoir plusieurs groupes fonctionnels, mais au niveau du paysage aussi, juste parce que si je reprends par exemple l'exemple du frêne qui s'est fait ravager par la grille du frêne, on avait beaucoup de frênes à certains niveaux régionaux, donc tout s'est fait ravager, alors que si on a plus de diversité fonctionnelle au niveau de notre paysage, on s'assure aussi de conserver des couverts forestiers beaux, en tout cas résilients dans notre paysage. Donc si je récapitule, ce qu'on veut, c'est des milieux forestiers qui fassent, on va dire, plus de 10 hectares pour être résilients. On veut un milieu qui soit connecté. D'ailleurs, à ce niveau-là, si on a des milieux forestiers qui font moins de 10 hectares, ils sont intéressants parce qu'ils participent à la connectivité. Et on veut aussi de la diversité fonctionnelle, le plus possible, mais au moins 2 groupes fonctionnels dans nos écosystèmes. Donc cette étude, en fait, elle a permis de confirmer l'importance de la connectivité, sur laquelle on travaillait déjà à Nature Action Québec, mais ça a aussi permis de mettre l'emphase sur la diversité fonctionnelle, qui est une notion qu'on utilisait peu encore à Nature Action. Et ça réitère aussi l'importance de la concertation à l'échelle régionale, parce qu'on voit que dès qu'on a beau considérer même juste la résilience écosystémique d'un habitat forestier, d'un milieu forestier, pardon, on s'aperçoit qu'en fait, toute l'échelle paysagère, etc., est extrêmement importante. Et donc, quand on met en œuvre des plans d'action au niveau des milieux naturels, etc., il faut vraiment le faire à l'échelle régionale et à l'échelle concertée. Et qu'est-ce qu'il reste à éclaircir? Ce dont on s'est aperçu aussi en faisant notre étude, c'est qu'on a besoin de davantage de recherche, notamment sur la diversité fonctionnelle.
on a une bonne idée maintenant des caractéristiques, des traits fonctionnels des arbres, mais par exemple, on n'a presque aucune recherche ou très peu sur les arbustes ou sur les autres types de plantes qui pourtant participent à la diversité fonctionnelle du milieu. Mais ces données-là, elles sont encore très peu disponibles, ou en tout cas, elles sont vraiment pas vulgarisées. Ensuite, la question des valeurs seuil est aussi importante. On a vraiment essayé d'identifier des valeurs seuil parce que c'est des questions qui reviennent souvent quand on parle à des gestionnaires. Et là, je ne parle pas juste au niveau des organismes de conservation, mais plus au niveau des MRC et des municipalités. Donc, la question de à partir de quand est-ce qu'on considère un écosystème est résilient, la question des valeurs seuil est revenue très souvent, notamment pour la connectivité ou même pour la diversité fonctionnelle. Mais on peut partir du principe que plus l'écosystème est connecté et plus il est diversifié fonctionnellement, mieux c'est. Et nous, à Nature Action, finalement, à quoi est-ce que ça nous sert de aujourd'hui cette étude? Ça nous sert à 3 choses principalement. Ça nous a servi en fait déjà à renforcer des projets qui existent déjà, puis à nous montrer qu'on allait dans la bonne voie. Donc, je pense à l'initiative Corridor écologique qui a lieu actuellement, puis à Nature Action, on est chargé de faire la carte de connectivité consensuelle en Montérégie, donc de superposer l'ensemble des tracés de connectivité qui existent en Montérégie pour que toutes les MRC aient les mêmes tracés, toutes les municipalités aient les mêmes tracés et travailler ensemble sur les mêmes cartes. Et on travaille aussi sur les outils réglementaires pour permettre d'implanter ces corridors. Puis l'idée, c'est vraiment de se concerter à l'échelle régionale avec les MRC, les organismes de conservation, etc., pour donc faire implanter ces corridors-là. Cette étude, elle nous a aussi permis de développer de nouveaux projets. Notamment, c'est plus en milieu urbain, mais actuellement, on a un projet de verdissement et de gestion du couvert forestier à Candiac qui considère la diversité fonctionnelle. Donc, on essaie vraiment de gérer le couvert forestier en regardant la diversité fonctionnelle. Et le dernier point, c'est aussi de réfléchir aux outils qu'on utilise déjà et à de nouvelles façons de travailler. Donc, je pense notamment au cahier de propriétaire qu'on utilise en terre privée pour la conservation en terre privée. Donc, souvent, on utilise les données de diversité, de qualité du milieu, etc. Mais il pourrait être intéressant aussi de regarder de quelle façon le milieu participe à la connectivité, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore mis en place. Et ça pourrait être aussi intéressant dans nos projets de restauration, donc dans nos projets de plantation, de regarder notamment la diversité fonctionnelle pour nous assurer d'avoir donc le plus de diversité fonctionnelle dans nos plantations pour qu'on ait des milieux, des plantations qui soient résilientes. Donc ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter. C'est allé assez rapidement. J'ai pris les points les plus importants et je me demandais s'il y avait des questions, Véronique. Non, pas en ce moment. Par contre, on va ouvrir les micros, ouvrir la boîte de questions, la fonction questions sur GoToWebinar. Bien sûr, je vous invite à poser vos questions en les inscrivant dans cette fonctionnalité-là de GoToWebinar et je pourrai les relayer à Maëlle. Sinon, vous pouvez aussi lever la main là, avec le petit symbole main et vous pourrez ainsi ouvrir vos micros pour poser votre question de vive voix, à haute voix, directement à Maëlle, ou faire un commentaire ou proposer autre chose de complémentaire. Donc, je maintiens les yeux sur la liste des participants et sur la liste de questions. Gênez-vous pas. Entre-temps, je vous laisse le temps d'inscrire vos questions à tous. Entre-temps, ben merci Maëlle d'un premièrement. Ça a été vraiment très intéressant. D'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est un outil de plus que les organismes de conservation développent pour pouvoir faire des meilleurs choix, pour pouvoir faire une priorisation des sites dans lesquels ils veulent intervenir en protection du territoire. Donc, puis encore une fois, comme tu l'as bien mentionné, c'est facile d'accès, c'est quand même un outil qui est vulgarisé, donc c'est très intéressant et c'est à la portée de tous. Est-ce que, j'ai vu sur le site Internet, par exemple, de Nature Action Québec, que tu avais rédigé un article qui décrit un peu votre projet. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de plus malléable, un outil qui va être utilisable, qui va être rendu disponible par la suite? Non, pour l'instant, c'est vraiment l'article que j'avais publié justement sur le site de Nature Action. Puis, pour l'instant, c'est les seuls outils qui sont disponibles.
mais on est en train de réfléchir sur la façon justement de publiciser ou en tout cas de relayer l'information qu'on a. Donc, je vous reviendrai sûrement avec ça, mais dans les mois à venir. Super, merci. Je vais passer à la période de questions de tous. On en a une, on a des souhaits de joyeuses fêtes. Vous, pareillement, je vais vous passer les nôtres dans quelques instants. On va aller tout de suite avec une question de Madame Cadieux, Lucie Cadieux. Donc, elle dit que c'était très intéressant et j'approuve son commentaire. Elle demande, avez-vous été concerné par l'introduction de plantes horticoles dans les milieux naturels? Puis on sait, là, vous travaillez beaucoup en Montérégie, donc ça peut être un constat que vous faites régulièrement sur vos sites naturels. Oui, bah, je ne travaille pas spécifiquement sur ces projets, donc je ne peux pas en parler, mais je sais que la question des plantes horticoles ou des plantes aussi exotiques envahissantes, c'est revenu quand on a étudié la question de la diversité fonctionnelle, parce que ces plantes-là sont intégrées dans les schémas de diversité fonctionnelle, elles font partie des espèces classées comme les autres. Et donc, c'est des débats qu'on a eu aussi avec les chercheurs. Et en fait, la réponse que je pourrais apporter à ça, c'est que en tant que telle, une plante exotique n'est pas dangereuse ou menaçante, surtout si elle apporte de la diversité fonctionnelle. Là où elle devient vraiment problématique, c'est quand elle commence à prendre le pas sur les autres, puis à donc faire diminuer par là même la diversité fonctionnelle du milieu parce qu'elle elle envahit le reste, puis qu'elle empêche les autres de pousser. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Je crois que oui, en fait. Ça dépend aussi de justement l'échelle des caractéristiques et des intérêts qu'on identifie lors de notre évaluation. Donc, pour certains sites, ça peut devenir un problème, pour d'autres, ça peut ne pas l'être non plus. C'est ça. Parfait. Elle fait une suggestion d'ailleurs fort intéressante. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous avez eu en main la toute nouvelle revue Natura qui a été publiée par le Réseau de milieux naturels protégés et qu'on a lancé, je pense, c'est la semaine passée ou il n'y a pas très, très, très longtemps, qui est disponible sur notre site web. Je ne sais pas, Maëlle, si tu en as eu une copie en main, mais Céline, Lucie Cadieux propose que tu fasses peut-être une publication dans le prochain Natura. Donc, on lance ça dans les airs. Bah merci, je connaissais pas du tout la revue, donc je prends note. Il faut aller voir ça. Il faut aller voir ça. Mais je vous lance une autre question de M. Goulet. Avez-vous développé un indice de résilience qui intègre ces 3 paramètres? Donc, on avait parlé de dimension, connectivité, diversité fonctionnelle, et d'une part. Et il demande aussi à quelle échelle un tel indice se calculerait-il? À l'échelle du boisé privé, du paysage? Oui, c'est vraiment une question intéressante. On s'est posé la question justement au départ de comment est-ce que ces 3 variables s'intègrent les unes aux autres? Est-ce qu'il y en a une qui est plus importante que les autres, etc. Puis on n'a pas vraiment trouvé de réponse à ça. Donc, ce qu'on a considéré, c'est que c'est un peu comme des emboîtements, on va dire. Donc, 1, on veut que notre milieu il soit suffisamment grand. 2, on veut qu'il soit connecté. Et 3, on veut qu'il y ait une certaine diversité fonctionnelle. Mais on n'a pas réussi à développer un indice qu'on pourrait calculer, on va dire, mathématiquement. On pourrait dire on a 3 groupes fonctionnels, temps, etc. Je ne sais pas si c'était ça exactement la question, mais en tout cas, nous, on a vraiment... Ce que je disais au départ, c'est que la résilience, ça ne se mesure pas directement. Donc, c'est difficile de développer un indice qui va nous donner un indicateur de résilience. Mais c'est les 3 paramètres que j'ai présentés donc, nous donnent un indicateur de la tendance à la résilience du milieu. Et là encore, ça va aussi dépendre des contextes, etc. Mais en règle générale, ça soutient la résilience. Vous fonctionnez peut-être plus avec une analyse arborescente ou Oui, par exemple. Okay. Ou même ou une analyse je me souviens plus du nom, mais par exemple, juste regarder les 3 critères, puis s'assurer qu'on se dépasse à certains seuils, et donc on sait sur quels critères on veut travailler pour les autres. J'ai oublié le nom de ce type d'analyse. Et excuse-moi, j'ai peut-être mal compris le propos. Est-ce qu'on travaille au niveau des échelles des petits boisés privés, mais aussi à l'échelle du paysage? Vous faites les 2 parallèlement? Oui, on fait les 2 parallèlement. Nous, on s'est vraiment au départ concentré à l'échelle du petit boisé, du petit boisé. Mais ce dont on s'est aperçu, c'est que le contexte paysager est vraiment très important. Donc, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Puis, de toute façon, la connectivité, par sa définition même, nous invite en fait à prendre en compte l'échelle du paysage. Mais on peut le mettre au départ, on l'a fait dans une optique de boisé, donc de petit boisé.
selon les références que vous avez consultées, l'échelle du paysage, ça aurait à peu près quoi en termes de rayon, en termes de portée? C'est vraiment très variable, mais le paysage, ça pourrait être par exemple une région, une sous-région, donc une MRC. Ça pourrait être ça à l'échelle du paysage. Une échelle régionale, ce serait beaucoup plus grand, ce serait par exemple le sud du Québec. OK. Donc, ça répondait à la question de Mme Anger. On a une question de M. Caillé. Comment protéger des milieux naturels exploités sainement, comme des terres acéricoles, par exemple? Je suis pas sûre de comprendre la question exactement. Protéger dans le sens... Attends 2 secondes. On reformule la question de plus clairement. Comment garantir la pérennité et de ces bonnes pratiques, par exemple une production biologique, limitation de la machinerie en cas de changement de propriétaire. Brice, je ne suis pas certaine de comprendre la question. Est-ce que, Brice Caillé, tu voudrais ouvrir ton micro? Ouais, tu m'avais recoupé quand je l'ai ouvert. Oui, ben, merci beaucoup pour la présentation. Dans le fond, ma question, je me demandais si chez NAC, vous faisiez des projets comme ça. Tu sais, dans le cadre d'un producteur acéricole, par exemple, qui a une parcelle où il produit du sirop d'érable, puis qu'il a une pratique qui est peu dommageable pour le milieu forestier, tu sais, une agriculture biologique à petite échelle, où il limite vraiment l'utilisation de machinerie lourde, toute autre sorte de pratiques éthiques, on va dire. Est-ce qu'il y a des solutions, il y a des leviers qui permettent de garantir que si ce producteur-là décide de prendre sa retraite ou de vendre son terrain ou quelque chose, que le prochain producteur utilise la même approche et ne puisse pas transformer ça en production ultra-industrielle, par exemple? Ben, là, je vais y répondre, ça sort un peu du projet, mais et on touche plus aux outils réglementaires. Je vais y répondre avec ce que je connais. Donc, c'est possible que ce soit pas exhaustif, mais il y a plusieurs outils qui peuvent servir à ça. Déjà, les MRC, les municipalités, avec leur zonage, peuvent s'assurer, par exemple, de mettre en place un zonage agroforestier ou un zonage où on veut conserver de la sériculture, par exemple. Biologique, ça ne rentrera pas là-dedans, mais on s'assure au moins de conserver le couvert forestier. Sinon, il y a des fiducies qui mettent en place des fiducies d'utilité sociale qui, en fait, font en sorte que les pratiques agricoles soient, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne, mais c'est au bénéfice de la société. Et même si quelqu'un rachète la terre, il va devoir conserver donc l'utilisation biologique, etc. de la terre. À NAC, nous, ça, on ne le fait pas. Puis après, il y a aussi tous les plans qui sont proposés, donc les plans de gestion durable des forêts, d'aménagement durable, etc. Ce pas des projets que nous, on fait à NAC spécifiquement sur la sériculture. Donc, c'est cette réponse que je donnerais. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, ouais, ben, c'est clair, puis ça répond à ma question. Dans le fond, c'était est-ce que à NAC, par exemple, vous utilisiez des servitudes de conservation acéricole, par exemple, ou des outils pour aller essayer d'accompagner les producteurs à mettre des leviers dessus? Oui, Euh, on utilise des servitudes de conservation. mais je parlais spécifiquement acéricole, en fait. Mais Ça, je ne sais pas. Ça, c'est une merci. très bonne question et c'est pas mon service qui s'en occupe. Je demanderai à Romy. Mes collègues, ouais, c'est ça. Merci, Brice. Je te laisse refermer ton micro. Il y avait un dernier propos de Mme Landry de Ville-en-Forêt. Elle vous remercie de la présentation. Elle soulève une question intéressante. Elle travaille surtout dans le milieu du plein air, donc l'utilisation des milieux naturels à des fins récréatives. Elle dit, je vais essayer de rendre ça clair, la capacité de charge des écosystèmes est évoquée pour permettre telle ou telle occupation des sols ou tel aménagement d'infrastructures de plein air. Par contre, de ce qu'on comprend, c'est que c'est une notion qui est quand même relativement théorique. Est-ce que, à la lumière des informations que vous avez véhiculées, Maëlle, que cette notion-là serait dépassée ou inadéquate? J'ai le sentiment qu'on parle peut-être de deux choses différentes. On parle de résilience climat et résilience peut-être plus au niveau des perturbations in situ là, sur le site. Oui, bah, effectivement, nous, on s'est vraiment projeté dans une optique de changement climatique. Et tout ce qui est perturbation anthropique, c'est difficile à évaluer, ou en tout cas la capacité de charge, oui, c'est sûr, mais c'est quand même quelque chose qui dévie un peu de ce qu'on a fait, nous. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'on ne veut pas que le milieu soit trop fragmenté. OK. Mais on n'a pas trouvé non plus de seuil véritablement à ce niveau-là.
Parfait. J'espère, Madame Landry, qu'on a répondu à votre question adéquatement. Je fais juste un petit dernier tour de table, voir s'il y a d'autres questions. Donnez-moi quelques instants. Je crois que on a passé au travers. Je vous laisse encore quelques instants pour les inscrire. Entre-temps, je voulais vous rappeler que si vous avez manqué certains propos ou vous voulez revoir certaines diapos, ben inquiétez-vous pas. On a enregistré la séance. Elle va être disponible cet après-midi sur notre chaîne YouTube Réseau de milieux naturels protégés, donc la chaîne publique. Vous allez recevoir d'ailleurs le lien pour vous y rendre par un courriel cet après-midi ou plus tard demain. D'ailleurs, vous pourrez passer le lien vers d'autres collègues et autres. Et je rappelle aussi l'article de Maëlle sur le site web de Nature Action Québec, que vous allez trouver facilement en tapant Nature Action Québec, résilience, vous allez l'avoir dans votre moteur de recherche. Voilà. Je regarde une dernière fois. Puis, entre-temps, ben, premièrement, je voulais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Donc, au nom de mes collègues et aussi au nom des administrateurs du Réseau de milieux naturels protégés, on vous souhaite nos meilleurs vœux pour un agréable et sécuritaire temps des fêtes. Profitez-en bien sûr pour aller jouer dehors, passez du temps avec votre petite bulle. Et donc, je vous informe que le RMN fait relâche pour la semaine des fêtes. On se revoit en janvier, bien sûr, reposé, puis après à l'attaque pour rencontrer les nouveaux défis et enjeux que nous amènera 2022. Donc, ça s'annonce pour être une autre belle année. Et je vous informe aussi au niveau des prochaines formations, bien sûr, l'horaire des premiers mois, là, elle est déjà disponible, donc l'horaire hivernal des formations et informations. Donc, sur notre site web, réseau rmnat.org, vous allez trouver toute l'information de nos rendez-vous mensuels ou des midi-conservations. Donc, soyez au rendez-vous. D'ailleurs, le premier webinaire midi-conservation, mettez au calendrier le 26 janvier, encore une fois, de midi à 13h, comme d'habitude. Il est intitulé Connectivité écologique, urgence et nécessité de prendre les devants à l'échelle municipale. Donc, on a le grand plaisir de recevoir Mélanie Lelièvre et Martine Ruel de Corridor Appalachien qui vont venir nous présenter en fait un nouveau guide qui va paraître incessamment ou qui est déjà peut-être paru, je n'ai pas l'information exacte. Donc, un nouveau guide qui facilite l'intégration de la connectivité écologique dans la planification territoriale par les gestionnaires territoriaux. Parce que, bien sûr, favoriser la prise en compte de la connectivité écologique, on en a parlé un petit peu avec Maëlle précédemment, là, au niveau des MRC, des municipalités aussi, incite à tirer profit de l'expertise des organismes de conservation, donc venir en apprendre sur les différentes stratégies à déployer permettant d'informer et de mobiliser les élus et ainsi accélérer les gains en conservation que tous visons, que ce soit les organismes de conservation ou les propriétaires privés. Donc, cette conférence est présentée dans le cadre de l'initiative québécoise des corridors écologiques qui est coordonnée par Conservation de la Nature Canada et de ses nombreux partenaires. Je fais un petit dernier tour de table. On a beaucoup de joyeuses fêtes et de bons vœux. Je vous souhaite encore une fois tout le pareil pour vous, vos familles et vos organismes et collègues. Et sur ce, Maëlle, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais te dire un gros merci d'avoir participé, de t'avoir prêté au jeu du Midi Conservation. Et j'apprécie beaucoup là, que Nature Action Québec et toi-même ayez pu présenter un projet fort intéressant à tous nos publics cibles. Merci beaucoup pour l'invitation, puis ça me fait vraiment plaisir de présenter. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, même après la présentation, vous pouvez m'envoyer un courriel. Et l'idée, c'est que ce projet-là, il soit aussi, qu'on en entende parler, qu'il soit publicisé. Donc, n'hésitez pas à relayer autour de vous. Et joyeuses fêtes à tous. Merci. On se revoit en janvier, tout le monde. Bonne fin de journée et bon congé.